Jouant avec les émotions de leurs lecteurs, les femmes de lettres anglaises mettent en scène héroïnes et héros dans des lieux insolites. Cachots, précipices, châteaux mystérieux et landes austères. C'est que l'imagination ne leur manque point. Parmi les pionnières de la littérature gothique, Anne Radcliffe, romancière britannique, 1764-1823, s'illustre avec des récits qui tiennent le lecteur en haleine. Bonjour. Pionnière dans cette écriture gothique, Anne Radcliffe a inspiré de nombreux auteurs dont Mary Shelley avec Frankenstein en 1818, Walter Scott et même Dostoïevski. Ses livres sont très populaires, notamment parmi les jeunes femmes. On peut noter la romance sicilienne, 1790, la romance de la forêt, également 1790, les mystères d'Udolphe, 1794, et l'italien ou le confessionnal des pénitents noirs en 1797. Je vous propose de découvrir l'une des nouvelles de cet auteur, intitulée Marguerite, extraite de la revue pittoresque de Paris, année 1848. Démons et merveilles, Michael d'Argeuil. C'était en 1753, près de Munich. Adolphe Renberg voyait déjà poindre le clocher du beau village où l'attendaient sa mère et ses sœurs. Il rencontra, au détour du chemin, dans un vieux carrosse, Marguerite, la jolie Marguerite, qu'il avait tant aimée quand il était encore écolier chez maître Stephen. Elle n'était plus gaie comme autrefois. En reconnaissant Adolphe, elle tomba évanouie dans le carrosse. Un beau jeune homme, grand seigneur de la tête aux pieds, qui n'avait qu'un tort, non pas de l'aimer, mais de l'enlever pour lui dire qu'il l'aimait, la soutint dans ses bras. Adolphe Renberg s'élança vers Marguerite pour la secourir. Il reconnut bientôt que son ravisseur était une femme. Marguerite revint à elle, se jeta dans les bras d'Adolphe et le conjura de la sauver. L'étrange ravisseur, n'étant pas de force à lutter contre Adolphe, s'éloigna en toute hâte. Il rejoignit dans un petit bois à peu de distance un chasseur qui l'attendait, mais qui ne l'attendait pas seul. Adolphe conduisit Marguerite à son père et courut à la maison natale retrouver le seuil embaumé de sa jeunesse. Il avait remarqué avec surprise que Marguerite ne s'était pas montrée très reconnaissante. La plus vertueuse entre toutes les femmes n'est pas fâchée d'être enlevée une fois dans sa vie. Il arriva tristement à cette conviction que Marguerite s'était laissée enlever avec assez de bonne volonté, et qu'il avait eu tort de passer par là pour la reconnaître. Adolphe était médecin. C'était un esprit insouciant, naïf et enthousiaste, se laissant aller au cours de la vie comme une feuille au cours du ruisseau, aimant sa famille par-dessus tout, mais n'aimant guère moins son chien et sa pipe, le sentier désert et le bocage odorant, ce qui ne l'empêchait pas de se plaire passablement dans la taverne enfumée avec les paysans endimanchés et les buveurs de chaque jour. Durant ses études à Munich, il s'était nonchalamment accoutumé au bruit et au parfum de la taverne. Il trouvait un charme singulier dans le tableau joyeux des buveurs, peintres
il fut devenu un des plus gais écoliers de Téniers, dont il aimait jusqu'aux plus mauvaises copies. Malgré ses penchants pour le cabaret, il cultivait dans son âme les fleurs bleues des purs amours. Jamais poète allemand n'éveilla de plus souriantes rêveries. Il avait, plus que tout autre, l'instinct des contrastes. C'était souvent au fond de la taverne, au tintement des verres, dans la fumée du tabac, que lui apparaissaient les plus belles images de l'amour. Il devint éperdument amoureux de Marguerite. Marguerite, toute fraîche et toute blonde, avait 20 ans depuis l'automne. Elle vivait dans le silence avec son père. On la voyait à peine au village une fois par semaine. La chronique des Lavandières racontait sur elle bien des histoires incroyables. On disait qu'un chasseur inconnu avait tenté de l'enlever par une belle nuit de mai. On disait même que, de son côté, elle n'avait guère résisté, mais son père veillait sur elle avec la plus austère sollicitude. C'était un homme de caractère antique, un franc Virginius, qui eût tué sa fille pour l'arracher au déshonneur. Il la voulait marier à un neveu des environs de Mons, et le diable n'aurait pu le détourner de ce dessein. Cependant, Adolphe aimait Marguerite avec toutes les espérances du monde et avec toute l'ardeur d'une âme poétique. Adolphe était dans la belle saison de l'amour. L'heure solennelle était venue. Il craignit d'abord d'aimer tout seul, mais quelques œillades surprises dans le chemin de la ferme et dans l'église de Hartz l'avertirent un peu que la belle Marguerite était touchée de son culte et de sa promenade. Un plus savant que lui sur ces choses-là eût peut-être découvert que ce regard de la jeune fille voulait dire ceci, ou à peu près. Si je n'en aimais un autre, je vous aimerais. La femme la plus fidèle a toujours un second amant dans le chemin du cœur. Marguerite tomba malade. On ne sut ni pourquoi ni comment. Le bruit s'en répandit aussitôt. Son père venait de partir pour la Flandre. Le médecin du fermier restait à 2 lieues de la ferme. Adolphe espéra qu'on n'irait pas si loin. Mais le jour même, il vit passer à Hartz le vieux médecin de Fessel. « C'est étonnant, dit-il. Voilà un médecin nouveau. » Il voulut le suivre à la ferme. La vanité l'arrêta en chemin. « Oh, ils m'appelleront, dit-il en retournant. Le lendemain, l'amour l'entraîna encore vers la ferme. Au moment où il se décidait à entrer, il vit sortir le vieux docteur qui, sur sa demande, lui apprit la mort de la pauvre fille. « Elle est morte ?» s'écria Adolphe. « Eh, mon Dieu, oui, » dit le docteur en éperonnant son cheval. « La science n'y pouvait rien. »« Mais je l'aurais sauvée, » murmura le pauvre amoureux dans son désespoir. « Vous eussiez fait comme moi, » dit sèchement le docteur. « Vous l'auriez sauvée de la vie. » Il disparut au même instant sous l'avenue. Adolphe s'en retourna chez sa mère tout éploré et tout gémissant. Il passa le reste du jour au coin du feu, accablé dans sa douleur, ne voyait pas, ne disait rien, presque mort comme Marguerite. La nuit, il dormit à peine. À son réveil, le désir lui vint de voir de ses yeux et de toucher de ses mains le corps de cette femme aimée avant de l'abandonner au fossoyeur. Un doute, un pressentiment, une espérance, comme il en vient souvent aux amants, l'avait vaguement poursuivi depuis la veille. Mais quand il arriva à la ferme, on lui dit que la morte était ensevelie et couchée à jamais.
4 jeunes filles vêtues de blanc criaient agenouillées devant le cercueil. Adolphe ne voulut point profaner le dernier refuge de Marguerite. Il s'avoua que l'amour seul l'avait amené. Il s'inclina religieusement devant le cercueil et reprit le chemin de Hartz. Sans savoir pourquoi, il entra en passant à l'église et reposa son front sur la pierre d'un pilier. Longtemps, il demeura seul, écoutant la funèbre sonnerie des cloches et les tristes battements de son cœur, laissant tomber dans la nef un morne regard sur la draperie larmée qui allait couvrir le cercueil de Marguerite, cette dernière parure de ceux qui s'en vont. Un bruit de pas retentit sous les voûtes silencieuses. Il tourna la tête et vit un jeune homme en costume de chasse qui descendait alors l'escalier du portail. Il fut frappé de sa figure sombre, de sa pâleur mortelle et de son air inquiet. Il le suivit des yeux avec une curiosité passionnée. Le chasseur, qui avait déposé son fusil et sa gibecière sous le portail à la garde de son chien, s'avança vers le chœur, le front incliné, en proie à quelques rêves profonds, à quelques pensées infinies. Après avoir dépassé le bénitier, il revint subitement sur ses pas, trempa le bout des doigts dans l'eau bénite et fit le signe de la croix. Adolphe vit bien que le chasseur n'était pas accoutumé à cette œuvre de dévotion. Une pensée de deuil, une souvenance, une crainte l'avaient seul rappelé à ce devoir, sans doute oublié depuis longtemps. Le chasseur passa en s'inclinant devant la draperie des morts et traversa l'église de plus en plus perdu dans sa pensée. Il s'arrêta enfin dans une chapelle et s'agenouilla devant une vierge antique, couronnée de blanches immortelles. Adolphe ne cessa de le regarder qu'au moment où le convoi descendit dans l'église. Dès qu'il vit les jeunes filles s'avancer avec le cercueil, à la suite des chantres, il ne pensa plus qu'à son fatal amour qui n'avait pu mourir avec Marguerite. Bientôt, les chants des psaumes le chassèrent de l'église. Il s'enfuit dans la campagne pour apaiser les battements de son cœur. Il gravit le versant de la colline et se reposa sur une roche moussue à l'ombre d'un mûrier sauvage, où souvent il s'était arrêté pour regarder dans la cour et dans le jardin de la ferme. Cette fois, hélas, ce fut pour voir dans le cimetière. Les fossoyeurs, assis sur l'herbe, attendaient en devisant la fin de la messe. Un homme vint à eux et leur dit quelques paroles après avoir contemplé la profondeur de la fosse. Adolphe crut reconnaître le chasseur qui l'avait troublé dans l'église. Cet homme disparut quand le convoi s'avança. L'étudiant souffrit plus que jamais à la vue de ce triste tableau des vivants dans le champ des morts, à la vue de ces blanches filles allant enterrer une de leurs compagnes. Peu à peu, le convoi se dispersa, après avoir prié et pleuré sur la fosse. Le cimetière redevint désert et silencieux. Le ciel était serein, légèrement voilé. Le vent ne jetait guère qu'un sourd gémissement au travers des arbres. Ce calme et cette mélancolie de la nature apaisèrent le cœur d'Adolphe. Il fit aussi sa prière pour le repos de l'âme de Marguerite, et Dieu sans doute eut pitié de lui, car, après avoir prié, il pleura. À la nuit tombante,
Adolphe rentra dans le village et voulut s'arrêter devant la maison de sa mère, qui était une pauvre femme vivant dans l'amour de Dieu et de ses enfants. Mais, en passant devant la porte, il lui vint une fumée odorante du souper qui le chassa plus loin. Au détour de la rue, il revit le chasseur et son chien qui gambadaient devant lui. En arrivant à la porte d'un mauvais cabaret, le chasseur sembla réfléchir. Il franchit lentement le seuil. Poussé par la curiosité, Adolphe le suivit. Le cabaret regorgeait d'ivrognes. C'étaient les sonneurs, le maître d'école, les fossoyeurs, le sacristain, tous les serviteurs de l'église paroissiale de Ars qui se consolaient de la mort de Marguerite. En entrant, Adolphe ne vit d'abord qu'un nuage de fumée. Peu à peu, il distingua une vingtaine de figures épanouies, respirant les parfums enivrants du vin et du tabac. Dans un coin de la salle étaient le chasseur et son chien. Le chasseur renversé contre le mur et son chien nonchalamment étendu à ses pieds. Adolphe chercha du regard quelques tables désertes. N'en trouvant pas une seule, il alla s'asseoir à celle du chasseur. Ce fut un singulier contraste que ces deux nobles têtes, pâles et tristes, à côté des plus joyeux buveurs du village. En se retournant pour demander une bouteille de vin, Adolphe marcha sur la queue du chien qui, déjà jaloux de voir un étranger à la table de son maître, releva ses lèvres et montra deux magnifiques rangées de dents. Le chasseur l'arrêta et l'apaisa d'un seul mot. Le médecin lui tendit une main caressante et la bête mutine se recoucha en grognant. Grâce à cette aventure, les deux jeunes gens commencèrent à se parler. L'un offrit de son vin, l'autre de son tabac, et en moins de rien, le médecin, le chasseur et le chien étaient ensemble comme trois amis. L'heure du souper fit partir peu à peu tous les buveurs, et nos trois amis demeurèrent seuls dans la salle avec la cabaretière qui se délaçait en filant sa quenouille. « Monsieur le docteur, » dit après un silence le chasseur à Adolphe, « le bruit court que mademoiselle Marguerite a succombé à une maladie nerveuse. Ne l'avez-vous pas vu mourir ?»« Oui, monsieur, à une maladie nerveuse, mais je ne l'ai pas vu mourir. »« Il me semble, dit le chasseur en pâlissant, que mademoiselle Marguerite a été enterrée bien vite. »« Oh que oui !» s'écria avec empressement la cabaretière. « On n'attend jamais assez. Je me souviens toujours de cette dame de Munich, morte subitement un jeudi vers le soir et enterrée le lendemain avant midi, ce qui ne l'a pas empêchée d'en revenir grâce à un fossoyeur qui a été la nuit suivante la déterrer pour lui dérober un diamant qu'elle avait au doigt. Elle existe encore à cette heure. Voyez plutôt l'almanach de l'an passé. » Le chasseur sourit d'un air de doute. « Malgré l'almanach, cette histoire est vraie, » dit Adolphe. « Et j'en sais de plus singulières. Ces vieux contes de revenants et de vampires n'ont-ils pas pris leur source dans les funestes méprises qui ont enterré des vivants? On ferait là-dessus un beau roman. À propos de roman, dit le chasseur, je me souviens que le baron de Waldstein est mort victime d'une de ces funestes méprises. Bien d'autres personnages célèbres en furent victimes. Un empereur d'Orient, un consul romain. Vous n'avez qu'à feuilleter les écrits dignes de foi de Landsisi, de Brûleur, de Winslow. Vous trouverez de terribles exemples. L'histoire elle-même en a recueilli un grand nombre.
Il n'y a pas un mois qu'un numéro du journal des savants m'étant, par aventure, tombé dans les mains. J'y lus ce que je vais vous raconter. Milady Roussel, mariée à un colonel anglais qui l'aimait d'une grande tendresse, succomba à une syncope causée par je ne sais quel mal caché. Le colonel, ne voulant point la croire morte malgré les apparences terribles, la laissa dans son lit comme une dormeuse, la face découverte, bien au-delà du temps prescrit par la coutume du pays. Vainement, on lui représenta qu'il la fallait enterrer. Il repoussa les officieux et déclara qu'il briserait la tête à tous ceux qui essaieraient de lui enlever le corps de sa femme. La reine d'Angleterre, ayant appris sa douleur profonde et sa singulière obstination, envoya devers lui un homme de sa suite pour lui faire des compliments et surtout des remontrances sur son refus d'accorder à sa femme les honneurs de la sépulture. Le colonel répondit qu'il était sensible aux condoléances de la reine, mais qu'il la priait de lui laisser le corps de sa femme. 8 jours s'étaient passés, Milady Roussel ne donnait aucun signe de vie. Le colonel, désespéré, lui pressait les mains et les baignait de ses larmes, quand, au son des cloches d'une église voisine, elle se réveilla comme au sortir d'un songe, se souleva sur l'oreiller et s'écria « Voilà le dernier coup de la prière, il est temps de partir !» Au moins, dit la cabaretière, en ramassant sa quenouille, celle-là n'a pas souffert au fond d'un cercueil, comme la pauvre dame de Munich. Je me sens frémir à la seule idée du réveil dans un cercueil, dit le chasseur. C'est un supplice digne des temps barbares. Renaître dans une pareille prison, sous la terre, enveloppé d'un linceul, criant et se débattant en vain, renaître pour mourir de la mort la plus épouvantable. Le chasseur se leva, comme pour repousser cette idée qui le glaçait. Jean Scott, reprit Adolphe, fut trouvé dans son tombeau, les mains rongées et la tête brisée. N'avez-vous pas appris? À cet instant, le petit chat du cabaret, qui s'était approché en sournois par jalousie ou par curiosité du chien de chasse, grinça les dents et souffla vers lui sa colère. Le chien, irrité, le poursuivit jusque sous une vieille étagère où il ne put passer que la patte et le museau. Le petit chat, qui était lâche et méchant, comme beaucoup de ses pareils, se vengea tout à son aise. Chaque fois que le pauvre chien, de plus en plus irrité, avançait la dent pour mordre, il recevait 3 ou 4 coups de griffe du chat inhospitalier. Le pauvre chien aboyait, jappait, se lamentait, mais ne pouvait se résoudre à lâcher prise. À la fin, son maître, lui voyant au nez quelques taches de sang, eut pitié de son infortune. Il alla vers lui pour arrêter le combat. Adolphe, entendant alors sonner 10 heures, pensa que sa mère devait l'attendre avec inquiétude. Il dit adieu au chasseur et sortit du cabaret. Le chasseur le suivit presque au même instant. À quelques pas du cabaret, Adolphe, ayant tourné la tête, vit qu'il prenait le chemin du grand bois de Nebelstein. Il retourna jusqu'à la porte du cabaret. La cabaretière allait fermer les contrevents. Il lui demanda d'où venait et quel était ce chasseur. La cabaretière lui répondit que, depuis 1 an à peu près, il venait quelquefois boire un cruchon de bière. Il était presque toujours silencieux. Il lui avait une seule fois parlé de Marguerite. Voilà tout ce qu'elle savait. Adolphe rentra au logis. Sa jeune sœur l'attendait au coin du feu. Il appuya son front contre la cheminée et demeura silencieusement
en contemplation devant les flammes mourantes qui ranimèrent ses douloureuses rêveries. Sa sœur lui offrit son front à baiser, lui dit bonsoir en sommeillant et disparut dans l'escalier de sa chambre. Adolphe demeura devant le feu jusqu'au moment où la 12e heure sonna à une grande horloge accrochée entre le lit de sa mère et une armoire du temps passé. Cette sonnerie réveilla en lui des souvenirs funèbres. Au lieu d'aller se coucher, il ressortit, en proie à la plus violente agitation, et, comme par entraînement, il s'enfuit vers le cimetière. Tout dormait au village. L'église seule frissonnait encore aux 12 coups de sa cloche. La lune avançait son front d'argent sur un drapeau flottant, suspendu au coq des clochers, et quelques nuages perdus fuyaient à l'aventure. Adolphe regardait toutes ces choses d'un œil distrait et effaré. Les nuages se transformant sans cesse, le drapeau que le vent agitait par intervalles, le front pâle et mélancolique de la lune, éveillait tous les fantômes de son imagination. Quand il fut devant le mur du cimetière, il vit avec surprise la porte entr'ouverte. À cet instant, un des nuages couvrit la lune et, vainement, il regarda dans le cimetière. La nuit était partout. Il ne vit que la nuit. Le nuage s'éclaircit. Une demi-teinte traversa l'ombre. Il distingua des formes confuses. Le grand Christ veillant au-dessus des morts. Les débris d'une chapelle, quelques tombes éparses. Il chercha des yeux la fosse où dormait Marguerite. Son cœur se glaça bientôt à la vue d'une ombre s'agitant au-dessus comme un démoniaque. Il se sentit jaloux, et son premier élan fut de courir vers cette ombre, mais au même instant, il la vit disparaître comme si la terre se fût ouverte sous lui. Le nuage passa, et la lune éclaira tout le cimetière. Adolphe crut sortir d'un songe et, pour ne plus y retomber, il s'enfuit sans oser retourner la tête, effrayé du bruit de ses pas, effrayé de son ombre qui le poursuivait. Le lendemain, à son réveil, il retourna au cimetière. Il alla jusqu'à la fosse de Marguerite, cherchant d'un œil avide des traces de son apparition de la nuit. Il vit une multitude de pas aux alentours, mais n'étaient-ce point ceux du convoi? Le sable de la fosse offrait des empreintes profondes, mais n'était-ce point sur la fosse que s'étaient agenouillées les compagnes de la défunte? D'ailleurs, la croix formée par la bêche du fossoyeur n'était qu'à demi effacée. Il ne douta plus des jeux de son imagination. Quelques jours se passèrent. Peu à peu, il oublia sa douleur dans la consolation de sa mère. L'image de Marguerite s'effaça souvent dans sa pensée. Bientôt, son amour alla rejoindre ses autres souvenirs. Il reprit ses livres de médecine et poursuivit ses études trop souvent abandonnées. Il n'avait nulle autre distraction que la promenade au bord d'une rivière, sur la montagne, dans les bois environnant la ferme. La vue de cette ferme, singulièrement attristée par quelques pans de murs servant de limite au verger, avait pour lui un charme douloureux. Il demeurait de longues heures en contemplation devant le colombier dont le toit rouge s'élevait au-dessus des ormes de l'avenue.
Il écoutait en rêvant le caquettement des poules, le bavardage des canards, le glouglou des coqs d'Inde, toutes les prosaïques rumeurs de la ruche en travail. Perdu dans ses rêves, il oubliait que Marguerite n'était plus là. Et quand, par aventure, son œil errant découvrait quelques jeunes servantes au travers du feuillage ombrageant la petite République, son cœur s'éveillait avec violence, en dépit de la jupe grossière et du chapeau de paille de la jeune servante. Dans ses promenades, il emportait toujours un livre de médecine qui n'était jamais ouvert, mais qui lui donnait un air studieux aux yeux des gens qu'il rencontrait. C'était beaucoup dans un pays où la paresse n'est permise qu'aux ivrognes. Par malheur, avec ce livre, il emportait sa pipe noire, qui faisait murmurer tous les dignitaires du village. Un soir, Adolphe, armé de son livre et de sa pipe, s'en fut au bois de l'étang. Le temps était calme, le ciel était serein, et jamais le bois n'avait répandu tant d'harmonie et tant de parfum. Le rossignol jetait aux échos sa note perlée. Le vent secouait indolemment les fleurs des tilleuls et des marronniers. Toute la nature s'endormait dans l'amour. Adolphe suivait lentement un sentier vert coupé çà et là par une eau dormante, parsemée de touffes de joncs et d'oserets. C'était la première fois qu'il suivait cette route. Il lui fallait l'agilité d'un cerf pour franchir les mares d'eau sans s'y baigner les pieds. À chaque instant, le sentier devenait plus humide. Mais, loin de se rebuter, Adolphe poursuivait sa pénible promenade, entraîné par l'amour du mystère. Il voyait de temps en temps sur l'herbe l'empreinte du pied de quelques passants. Cette seule vue lui donnait du courage. Il allait en songeant que le chemin de la vie était comme ce sentier, dont les abords si charmants s'étaient changés peu à peu sous les eaux croupissantes. La nuit venait. Les bruits du soir s'apaisaient, et Adolphe, n'entendant plus que le frissonnement des feuilles, regrettait presque de s'être aventuré si loin quand, après avoir dépassé une grande touffe de noisetiers, il vit tout à coup la campagne par une échappée de bois, et il fut à la lisière en moins d'une minute. Les derniers feux du jour tombaient sur un petit village éparpillé sous ses yeux, et sur un vieux château dont l'architecture saxonne avait perdu son beau caractère sous les embellissements frivoles des architectes de ce temps. Adolphe n'avait jamais vu ce château. Il s'approcha d'un paysan qui ébranchait un pommier et lui demanda si c'était le Niedersteinschloss dont on lui avait souvent parlé. Le paysan inclina la tête et se mit à ramasser les branches qu'il venait de couper. Adolphe se retourna vers le château, en proie à des souvenirs confus. Dans tout le pays, il y a un lieu destiné à servir de scène aux contes de fées ou de revenants. 1000 fables, plus merveilleuses les unes que les autres, avaient pris leur source au Niedersteinschloss et avaient enflammé l'imagination d'Adolphe dans son enfance. Involontairement, il s'approcha du parc qui se perdait dans le bois. Il découvrit un petit pavillon à demi caché dans la verdure. C'était l'œuvre de quelque artiste ignoré du dernier siècle. Jamais Adolphe n'avait rien vu d'aussi coquet et d'aussi capricieux. La nature avait achevé l'œuvre en lui formant une ceinture variée de jasmin, de chèvrefeuilles et de clématites. La brise la plus légère en détachait une pluie d'étoiles et de clochettes qui blanchissaient le parterre pendant la saison fleurie.
Adolphe grimpa sur un arbre à demi renversé contre la muraille du parc pour mieux voir le pavillon. À peine arrivait-il à la dernière branche qu'une tête aimée, la tête de Marguerite, lui apparut à l'une des fenêtres. Dans son émoi, il s'attacha à la branche pour ne pas tomber. Il se crut la proie d'un rêve. Cependant, il ne cessait de voir la tête adorée qui, mollement penchée en dehors du pavillon, semblait regarder le couchant rougi. Dans son égarement, il ne put arrêter un cri de surprise. Celle qui était à la fenêtre du pavillon se troubla, disparut soudainement et ferma la croisée. Adolphe demeura perché sur sa branche, abîmé sous les idées les plus étranges. Était-ce une vision? Mais cette croisée qui venait de se refermer, était-ce un rêve? Mais ce paysan qui ramassait encore son bois, était-ce Marguerite? Mais la maladie, la mort, le cimetière. Adolphe cherchait dans un dédale. Il retourna vers le bûcheron. « Quels gens habitent ce château ?» lui demanda-t-il d'une voix troublée. Le paysan le regarda en silence. « Vous êtes donc sourd ?» reprit-il avec impatience. « J'ai de bonnes oreilles, » murmura le bûcheron. « Mais si vous m'entendez, répondez-moi donc. »« Je n'en sais rien. » À cet instant, un enfant en jaquette, à peine âgé de 6 ans, arriva dans le champ des pommiers. « D'où viens-tu, marmot ?» lui cria le paysan qui était son père. « Je viens du château. » Et l'enfant fit siffler une pierre vers l'avenue. « Maman vous attend pour souper, » reprit-il en bondissant sur l'herbe. Le paysan se prit à fredonner une vieille chanson et s'en alla aussitôt en regardant Adolphe du coin de l'œil. Puis, atteignant l'enfant, il le jeta sur ses épaules. Adolphe avait eu la tentation de saisir une des branches qui couvraient le champ et de la briser sur le dos du paysan, mais la mine sauvage et moqueuse de cet homme avait distrait son bras. Il le perdit bientôt de vue. Durant quelques minutes encore, il entendit sa chanson qui coupait le morne silence de la vallée. Il demeura plus d'1 heure sous les pommiers, regardant sans cesse le pavillon, écoutant de toutes ses oreilles, mais nul bruit ne se fit entendre, nulle lumière n'apparut en ce lieu désert du parc. Il s'en revint, ne rêvant que chimères et fantômes, caressant avec plus d'amour que jamais l'image de Marguerite qui se ranimait en lui. La nuit était profonde, et il s'égara souvent. Il traversa un pré marécageux où il s'était imprudemment aventuré. Enfin, il arriva à Hartz, dans l'état piteux d'un homme qui a failli se noyer. En passant devant le cabaret, il s'arrêta à la vue de plusieurs ombres qui se dessinaient sur le rideau rouge de la salle. Il pensa qu'il lui valait mieux se sécher là que chez sa mère, qui devait être déjà couchée. Sa marche rapide et fatigante l'avait d'ailleurs fort altéré, et la cabaretière était renommée pour un vin clairet et pétillant, dont le souvenir seul le rafraîchissait déjà. Il entra donc au cabaret. Il n'avait pas refermé la porte qu'un chien vint lui sauter sur les bras en aboyant avec joie, et comme il le repoussait d'une main caressante, il vit le jeune chasseur décrochant sa gibecière d'une des noires solives du plancher. Il alla à lui, la main tendue et le cœur ouvert. Le jeune chasseur
lui pressa la main et déposa sa gibecière en se rasseyant. « Ah, je vous retrouve donc enfin. » Madame la cabaretière, un peu de complaisance tout au fond de la cave. Dans quel pitoyable état vous êtes, mon jeune ami. J'ai traversé les bois et les marais, je me suis baigné comme une grenouille, j'espérais voir ici un feu d'auberge, mais voilà tout au plus un feu d'étudiant ou de couturière. Le jeune chasseur se leva en souriant, sortit par la porte de la cour et rentra au même instant avec un grand fagot de branches dans les bras, et sans prendre la peine de le dénouer, il le déposa dans l'âtre et répandit une douzaine d'allumettes sur les restes du feu. Avant le retour de la cabaretière, une flamme ardente s'élançait jusqu'au manteau de la cheminée. Tout en séchant ses pieds, Adolphe, presque sourd aux paroles bienveillantes du chasseur, aux reproches de la cabaretière qui craignait un incendie, ne songeait qu'à l'étrange vision du parc. Il revoyait cette ombre étrange penchée sur la fosse de Marguerite le soir de l'enterrement. Et puis, il pensait aux alentours mystérieux de Niedersteinschloss, à la mine singulière du paysan qui ébranchait les pommiers. Et ses songes et ses pensées l'entraînaient plus avant dans le dédale. Le chasseur, las de lui parler en vain, le rappela à la raison en lui frappant sur l'épaule. « Dormez-vous, mon jeune ami? Ou plutôt, êtes-vous mort? Pardieu, vous êtes lugubre comme un revenant. À quoi rêvez-vous donc? » « Je rêve, dit lentement Adolphe. Un revenant que j'ai vu ce soir. » La cabaretière sourit d'un air moqueur. Mais Adolphe avait dit ces mots d'une voix si funèbre qu'elle se rapprocha du feu en frissonnant. Le chasseur prit les pattes de son chien et se mit à valser avec insouciance. « Un revenant !» s'écria-t-il en valsant toujours. « Vous a-t-il parlé de l'autre monde ?» Adolphe ne répondit point et retomba dans ses rêves. « Dites-nous en moins, » reprit le chasseur, « si c'était un beau revenant. » « Oui, » répondit nonchalamment Adolphe, « c'était l'image de Marguerite. » La cabaretière poussa un cri, et le chasseur, qui ne valsait plus, regarda l'étudiante avec inquiétude. « Et c'est au cimetière que vous l'avez eue, cette vision ?» lui dit-il en pâlissant. « Non, c'est au vieux Niedersteinschloss, à la fenêtre d'un pavillon perdu dans le parc. » Le chasseur éclata de rire. « L'aventure est charmante, » dit-il en retroussant ses moustaches. « Vous avez un prisme dans les regards, mon jeune ami. Vous avez vu tout simplement une filleule de ma mère, une pauvre orpheline qu'elle a recueillie. » Adolphe regarda le chasseur d'un air de doute. « Si vous l'avez vue dans le pavillon qui me sert de logis depuis les beaux jours, c'est qu'elle attachait des rideaux à la fenêtre. » Adolphe semblait entendre une langue étrangère. « Je me suis toujours douté, » dit la cabaretière avec empressement, « que vous étiez le fils de monsieur le baron de Niederstein. Je connais votre père, je l'ai servi autrefois, et je sais votre nom de baptême. Édouard, n'est-ce pas? Édouard de Niederstein, reprit le chasseur. Et s'adressant à Adolphe, quand vous retournerez au château, ne m'oubliez pas, je vous ferai voir en chair et en os votre revenant de ce soir. Adolphe inclina silencieusement la tête. En voyant cette fille qui ressemble si prodigieusement à Marguerite, reprit le chasseur,
je ne puis m'empêcher de penser à la métempsychose dans mes songes insensés. Je me demande si, trompée par la ressemblance, l'âme de la pauvre Marguerite ne s'est point envolée au corps de cette fille. Mais les chemins sont mauvais. Le chasseur s'approcha de la fenêtre et détourna le rideau. Le ciel était noir. La lune va se coucher, adieu. Un bois à traverser, adieu, adieu. Il tendit sa main à Adolphe et siffla son chien. Là-haut, en avant. Il endossa sa gibecière, paya son écho et partit en laissant Adolphe à ses songes. Pardieu, dit tout à coup ce dernier, c'est trop rêvé. Il passa la main sur son front comme pour en chasser les idées et se mit à rire avec la cabaretière pour mieux oublier sa charmante vision. Le surlendemain, il reprit sa promenade vers le bois de l'étang. On touchait à l'automne. Les derniers feux du soleil rougissaient le fruit des sorbiers et brunissaient les murs sauvages. Adolphe entendait çà et là le cri du coucou, la clochette des troupeaux dispersés au bord du bois, la voix claire et gaie des chercheurs de noisettes. Il avança lentement, à demi perdu dans la rêverie, cueillant des cornouailles, égrenant le sorbier, effeuillant les branches tombantes, et, tout en avançant ainsi, il arriva, sans y penser le moins du monde, devant la muraille ébréchée du parc de Niedersteinschloss. Dès qu'il entrevit, à travers le feuillage flottant, la flèche du pavillon, son cœur s'agita violemment au souvenir de Marguerite. D'abord, il voulut aller au château voir le chasseur son ami, mais bientôt, tout en réfléchissant, il franchit sans trop de peine le vieux mur du parc et marcha en silence vers le pavillon par les bosquets touffus, se détournant à chaque pas pour aller dans l'ombre. Il s'arrêta sous une charmille, tout en face d'une fenêtre, et regarda avec anxiété durant quelques minutes. Le pavillon lui sembla désert. Cependant, comme il allait sortir de là, il vit ou s'imagina voir passer une ombre sur les vitres. La nuit s'élevait. Déjà, la brume voilait les dernières lueurs du couchant. Le bois devenait plus sombre. Adolphe demeurait sous la charmille, ne sachant que faire et ne sachant que penser. Tout à coup, l'image de Marguerite reparut à la fenêtre, demi-rêveuse et demi-souriante, comme l'amante qui poursuit un souvenir d'amour. Elle leva les yeux au ciel et chercha les premières étoiles. Et bientôt, ses regards se perdirent dans le sombre horizon du bois de l'étang, vers Harz. Alors, une triste pensée chassa son demi-sourire. Elle baissa la tête et soupira. À cette vision, Adolphe agita toute la charmille avec ses bras. Il ne doutait plus que ce ne fût Marguerite. Il ouvrit la bouche pour l'appeler, mais il étouffa sa voix dans la crainte de chasser la ressuscitée de la fenêtre. Les jappements d'un chien coupèrent le silence, ou plutôt les rumeurs alanguies du soir. La vision disparut pendant qu'Adolphe tournait la tête vers le donjon. Il sortit de la charmille et s'en alla à la porte du pavillon. La porte était ouverte. Il s'élança dans l'escalier, pâle, chancelant, éperdu. « Marguerite !» murmura-t-il d'une voix mourante. Il étendit les bras dans l'ombre. Marguerite n'y vint pas. Il regarda partout. Il écouta sans cesse. Il ne vit rien. Il n'entendit rien.
En vain, il passa une demi-heure à chercher la trépassée. Il s'égara de plus en plus dans les profondeurs de ce mystère funèbre. Enfin, il redescendit dans le parc, franchit quelques palissades et s'aventura du côté du château. Une grande salle du rez-de-chaussée était éclairée par une petite lampe de cuivre et par les flammes ardentes de l'âtre. 2 femmes se trouvaient aux 2 coins de la cheminée, la maîtresse du logis et la gouvernante. La maîtresse du logis lisait avec distraction, tout en tisonnant le feu. La gouvernante, bésicle sur le nez, nouait du lin à son fuseau et soutillait du pied sur un rouet vénérable comme elle. Avec son bonnet rond, son chignon formidable, sa brassière rouge, elle avait l'air de quelque fée carabosse oubliée là depuis la chute des fées. Adolphe, s'élevant sur la pointe des pieds, admirait toutes les singularités de cette vieille, quand son ami le chasseur parut dans le fond de la salle avec 3 ou 4 chiens bondissant autour de lui. Madame de Niederstein appela une jeune servante pour servir le souper et embrassa tendrement son fils, tout en se plaignant du laisser-aller des chiens. Le chasseur fit la sourde oreille à ses plaintes. Il se coucha sur une vieille tapisserie au beau milieu de la salle et joua indolemment avec ses bêtes affolées. La jeune servante vint servir un lièvre rôti, une perdrix au chou, une bouteille ensablée et des raisins jaunissants. À la vue de toutes ces choses, Adolphe, qui avait faim, malgré le trouble de son cœur, se détacha de la fenêtre en pensant que le château de Niederstein n'était point un gîte à revenants. Il repassa devant le pavillon. La porte était toujours ouverte. Il s'arrêta sur le seuil. Mais bientôt, les gémissements de la bise le chassèrent de là tout frissonnant de peur. L'esprit est faible quand le cœur est en scène. Il sortit du parc et retourna à Hartz au milieu d'une troupe de fantômes qui se métamorphosaient en pierres, en buissons, en nuages, dès qu'il voulait les saisir. Les jours suivants, ce fut la même promenade, mais Adolphe passa en vain des heures d'angoisse à regarder la fenêtre du pavillon. La fenêtre déserte lui semblait triste comme un vieux cadre sans portrait. Son imagination, naguère si gaie et si fleurie, n'était plus qu'un sombre dédale où sans cesse il se perdait au milieu des images lugubres. Il n'allait plus folâtrer avec l'agaçante cabaretière, il n'allait plus trinquer avec les buveurs, à peine s'il supportait les caresses de sa mère et le babil sémillant de ses petites sœurs. Il vivait seul, toujours seul, si ce n'est avec les morts. Il voulut enfin tout savoir. Il partit un matin pour le Niedersteinschloss, résolu de tout braver pour voir Marguerite ou celle qui avait son image. Ces doutes agissants ne pouvaient durer un jour de plus sans abattre son âme. Depuis le soir des funérailles, il avait pâli. Il était ravagé au point qu'on disait à Hartz « Quel est donc le diable qui le possède ? Ce n'est plus que son ombre qui passe. » Ce matin-là, tout en traversant le bois de l'étang, il se remit, dans la solitude et le silence, à balancer dans son esprit tous ses doutes cruels. Était-elle morte ? Mais n'est-ce pas elle-même qui 2 fois lui est apparue dans le parc du château ? Vit-on jamais 2 figures pareilles, animées du même sourire et du même regard ? Pourquoi cette rencontre avec le chasseur le jour de l'enterrement ? Mais comment l'eût-il enlevée ? Était-elle morte ou vivante ? Ce vieux médecin, cette bière, ce De Profundis, cette fosse lugubre,
Tout cela n'était-il que mise en scène de quelque mystérieuse comédie? À quoi bon cette comédie? On ne fait pas tant de façons aujourd'hui pour suivre son amant. Il n'y a plus d'enlèvement parce qu'on ne fait plus l'amour à cheval comme au beau temps de la chevalerie. Cependant, cette jolie fille était étrange en tout. Pour elle, la vie devait se passer étrangement. Adolphe en était là de ses rêveries nuageuses quand il entendit sonner la cloche du hameau de Waldstein. La sonnerie était lente et triste comme pour un enterrement. Il retourna avec plus d'ardeur à ses souvenirs des funérailles de Marguerite. Oui, oui, dit-il tout d'un coup, il y a là un mystère que je finirai par dévoiler. Il arrivait au bout du bois. Il était à peine 10 heures. Le soleil, jusque-là caché par le brouillard d'automne, répandait depuis un instant une pure lumière dans la solitaire vallée. Le vent d'est, s'élevant par bouffées capricieuses, dispersait les derniers lambeaux du brouillard. C'était une de ces mélancoliques et douces matinées d'octobre qui versent plus de charme peut-être dans l'âme des voyageurs que les fêtes brillantes du printemps. La nature avait un dernier sourire qui attristait, mais qui rappelait les jours meilleurs. Le souvenir du bonheur passé ne vaut-il pas mieux que le bonheur lui-même? Adolphe allait atteindre l'avenue du château. Il entendit tout d'un coup chanter un psaume dans la cour du château. Au même instant, il vit, par la grande porte ouverte à 2 battants, un curé qui jetait de l'eau bénite à l'assistance, c'est-à-dire aux desservants de son église, aux enfants de chœur, aux quelques serviteurs du château. Le convoi se mit en marche. Alors, Adolphe découvrit un cercueil. C'est sans doute la mère d'Édouard de Niederstein, dit-il en se détournant un peu. Le convoi arriva bientôt dans l'avenue. Il se rapprocha de l'avenue et distingua une couronne sur le cercueil. Mon Dieu, mais si c'était... On lui frappa sur l'épaule. Il se retourna et vit Édouard en costume de chasse qui suivait le convoi à distance. Qui est-ce donc qui est mort au château? À propos, c'est la jeune fille qui nous rappelait Marguerite. Elle est morte hier, de je ne sais quelle fièvre. En disant ces mots, le chasseur avait pâli. Morte, dit Adolphe avec un accent de désespoir. Je ne saurais donc rien. Il saisit la main du chasseur. De grâce, dites-moi toute la vérité. Quelle est celle qu'on enterre aujourd'hui? Mais vous êtes fou, dit le chasseur, plus pâle encore. Adieu. On m'attend sur la montagne pour chasser. Revenez une autre fois. Il s'éloigna sans dire un mot de plus. Seulement, au bout de l'avenue, il murmura entre ses dents. Il ne faut jamais jouer avec la mort. Adolphe le suivit des yeux. Le chasseur ne s'écarta guère du convoi. Il penchait tristement la tête. Il semblait accorder un regret à celle qui s'en allait pour jamais. Adolphe fut un peu distrait par une jeune servante qui l'effleura au passage. Comme il s'éloignait, il l'appela et la pria de lui dire ce que c'était que la filleule de Madame de Niederstein qu'on allait enterrer. « Je n'en sais rien, dit la servante. Il y a 6 mois qu'elle nous est venue de Munich ou d'ailleurs. Elle vivait en sauvage, au point que je ne l'ai presque jamais vue. » Là-dessus, la servante partit pour rejoindre le convoi. « Plus je vais, plus le mystère est sombre, dit Adolphe.
Le lendemain, sur le soir, il revint encore au Niedersteinscholz. Cette fois, disait-il avec colère, « Je tuerai le chasseur s'il ne me dit pas la vérité. » Il entra au château en homme résolu. Il traversa un vestibule et un salon sans rencontrer personne. Enfin, dans une grande chambre à coucher, il vit deux vieilles femmes qui pleuraient. Il apprit bientôt de ces femmes qu'Édouard s'était tué la veille à la chasse. « Par accident !» s'empressa de dire sa mère. Adolphe ne put jamais dévoiler cet étrange mystère. 6 mois durant, son cœur demeura dans la nuit de la tombe. Son âme s'attacha au fantôme de Marguerite. 2 ans après, son maître en médecine l'appela à Munich, voulant faire sa fortune. Adolphe, après bien des luttes douloureuses, finit par quitter Harz avec sa mère et sa jeune sœur. L'autre était marié depuis peu dans le voisinage. Une fois à Munich, les distractions bruyantes, l'envie de faire fortune dans le monde et la science le détachèrent peu à peu de son lugubre amour. Il se maria à une jeune fille assez jolie et assez raisonnable, qui le mit tout à fait sur un chemin prosaïque. À part quelques vagues échos, quelques souvenirs attiédis, il avait presque oublié Marguerite, quand un songe, digne de couronner cette singulière histoire, vint le frapper et le ramener à son fantôme. Au milieu d'une nuit d'hiver, il entend tout d'un coup le bruit de pas funèbres de la mort ou du spectre. Il regarde dans l'ombre. Il voit apparaître Marguerite, secouant son linceul et, comme par métamorphose, reprenant tout à coup sa fraîche figure, rehaussée encore par une parure de bal, comme il l'avait entrevue une fois à une fête, à un château voisin. Il est suivi par un entraînement irrésistible. Il s'aperçut bientôt qu'il était poursuivi par l'inévitable chasseur qui, cette fois, était armé de la faux de la mort. Elle s'appuya sur son cœur toute tremblante et le supplia de la sauver. Il entra avec elle en toute hâte dans une sombre maison, la maison de la mort, et ferma la porte sur eux. À peine eut-il fermé la porte qu'il reconnut qu'il venait d'entrer dans un cimetière. « Ouah! Les morts vont vite !» Marguerite l'entraînait avec une puissance surnaturelle. La tombe était ouverte. Il fallait y tomber. Et il s'y jeta tout éperdu et tout glacé d'épouvante. La tombe se changea en un vaste fleuve. Il alla jusqu'au fond, toujours entraîné par Marguerite. Il parvint à la soulever sur les flots et à la tirer sur le rivage. Des rameurs vinrent à eux. C'était toujours le chasseur. Marguerite était étendue sans mouvement sur le rivage. Marguerite! Marguerite! Avant qu'il n'arrive pour ressaisir sa proie, « Dites-moi tout !» Elle ouvrit ses beaux yeux et, d'une voix sépulcrale, elle parla ainsi. « Oui, mon ami, je suis Marguerite, traînant partout les remords qui me possèdent. Tu m'as aimé. Je viens près de toi reposer mon cœur qui souffre même dans la mort. » « De grâce, Marguerite, » reprit Adolphe en prenant les mains glacées du fantôme. « De grâce,
Dites-moi le secret qui tourmente ma vie. Vous avez aimé Édouard de Niederstein ?» Marguerite n'était plus qu'un fantôme. « Oui, j'ai aimé Édouard de Niederstein. Mon père était ruiné. Pour réparer sa fortune, il voulait me marier à un vieux cousin de la Flandre. Il était parti pour cela. J'aimais Édouard, qui venait depuis 3 mois presque tous les jours chasser autour de la ferme. Hélas, le savez-vous, Édouard était marié. Il ne pouvait m'épouser. D'ailleurs, son rang dans le monde l'eût empêché. Malgré tout, je l'aimais. Dès que je fus seul, il voulut m'enlever. Mais par là, c'était jeter le déshonneur sur un pauvre homme qui n'avait plus que l'honneur pour lui. Misérable enfant que j'étais. Pour sauver l'honneur de son nom, j'ai joué la comédie de la mort. Et la mort. Adolphe s'éveilla à un cri de sa femme tout effrayée des agitations du rêve. Mais ce ne fut pas le seul rêve lugubre. Une nuit, entre autres, il rêva qu'il passait devant le cimetière et que, suivant sa coutume, il jetait un regard sur la fosse de Marguerite. Il vit le fossoyeur qui allait se mettre à l'œuvre. Il alla à lui et le regarda faire en lui parlant politique. Au bout d'1 heure et demie, le lit du dernier mort était assez profond et assez bien fait. Il alla prendre au jardin de sa mère une bêche et un hoyau. Il revint dans le cimetière et creusa la fosse de Marguerite avec une ardeur sauvage. La nuit était sombre. Ça et là, cependant, la lune montrait sa corne enflammée au travers des nuages rapides. Il ne fut pas 1 heure sans toucher le cercueil, mais le couvercle résista longtemps à ses coups. Il était tout défaillant, et quand enfin le cercueil s'ouvrit, il crut qu'il allait y tomber pour l'éternité. Avant de regarder les restes de sa chair défunte, il leva les yeux au ciel, comme pour demander à Dieu le pardon de cette profanation. S'étant penché au-dessus du cercueil, il jeta un regard ardent et effaré. Il ne vit que l'ombre. Il aventura sa main tremblante. Il ne saisit que l'ombre. À cet instant suprême, la lune vint comme un rayon du ciel jusqu'au fond de la tombe, tout ébloui. Il s'imagina voir l'âme de Marguerite, mais en même temps, il s'aperçut que le cercueil était vide. Je vous ai raconté Marguerite, une nouvelle d'Anne Radcliffe, extraite de la revue pittoresque de Paris, année 1848. Anne Radcliffe naît au sein d'une famille modeste. On ignore tout de ses études, sinon qu'elle a été élevée dans la religion anglicane, ce qui expliquera l'antipapisme imprégnant ses romans. Elle publie notamment en 1789 Les châteaux d'Atlin et de Dunbayne. Ce livre donnera le ton pour l'essentiel de son œuvre, qui met en scène des jeunes femmes innocentes et héroïques, confrontées à de mystérieux barons au sombre passé dans de sinistres châteaux. À très vite.